D'abord, j'aimerais remercier Olivier d'avoir pris le temps aujourd'hui de partager sa recherche sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur avec nous. Donc, bonjour Olivier, puis tu es très bienvenu comme toujours. Donc, avant de présenter la CRE, j'aimerais prendre quelques minutes pour présenter le CRERES et le LIRES. Le CRERES est le Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire, un centre interuniversitaire qui soutient les milieux dans leurs efforts pour favoriser la réussite de tous. C'est fortement ancré dans l'esprit de partenariat. Sa devise « Pas d'intervention sans recherche et pas de recherche sans intervention » reflète l'importance de l'impact concret et terrain de ces travaux, de ce centre de recherche. Le LIRES fut confondé en 2019 comme une plateforme d'échange et de diffusion à l'intention des chercheurs, des étudiants et des professionnels de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, à plus que 80 membres, le LIRES donc constitue le plus grand regroupement de chercheurs en enseignement supérieur de la francophonie. La CRE, ou la communauté de recherche et d'entraide en éducation, offre un mode de supervision des études supérieures en mode communautaire et partenarial aux étudiantes et étudiants des sciences de l'éducation, notamment ceux et celles supervisés par Abdoulaye Anne, Lucie Ayon, Catherine Larouche, Denis Savard et Serge Sévigny, entre autres. Inscrit par la mouvance des communautés d'apprentissage et de pratique, la communauté est propulsée par deux objectifs généraux. Le premier objectif est de permettre l'encadrement efficace et le deuxième objectif est de fournir à ces derniers un environnement riche, formateur, coopératif et stimulant. Et découlant de ces deux objectifs généraux, on a 4 objectifs spécifiques qui sont de soutenir la réussite éducative des étudiantes et des étudiants gradués et le développement de leurs compétences, faciliter la production, la diffusion et le transfert des résultats de recherche et de développement, créer des conditions favorables à l'émergence et à la poursuite de projets de collaboration avec les milieux de pratique et favoriser l'intégration, le réseautage et l'avancement professionnel de ses membres. Donc, la CRE est composée des cellules communautaires qui soutiennent chacune de ces 4 objectifs spécifiques. Et hors ces cellules communautaires, la CRE comporte 3 cellules thématiques qui réalisent chacune de ses propres activités et projets de recherche en lien avec leur thématique. On a la cellule de développement de l'éducation, la cellule d'analyse de politique et la cellule d'évaluation institutionnelle. La cellule thématique de développement de l'éducation, supervisée par Mme Evelyne Foy, est responsable pour l'organisation de la conférence actuelle et à cet égard, je félicite la cellule de développement de l'éducation d'avoir organisé cette activité et je cède la parole à Mme Foy pour l'introduction de notre conférencier. Merci. Alors, merci beaucoup, Ashley. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Olivier Bégin-Cahouette, que j'ai connu il y a de nombreuses années. Il était tombé du ciel dans les bureaux de Cégep International que je dirigeais à l'époque, envoyé par Gilles Breton. Il était au niveau de la maîtrise à l'Université d'Ottawa. Alors, un postdoc plus tard, je le retrouve pour cette conférence d'aujourd'hui. Olivier est professeur en enseignement supérieur comparé au département d'administration et fondement de l'éducation à l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur les interactions entre systèmes d'enseignement supérieur et leur contexte politique, économique, sociaux et culturel, de même que sur la recherche universitaire et les transformations des établissements d'enseignement technique et professionnel, ce qui nous intéresse beaucoup. On l'a dit tout à l'heure, on a présenté le LIRES, dont il est un des cofondateurs. Il a fait un petit détour par les pays scandinaves pour la production de sa thèse de doctorat en enseignement supérieur qu'il a fait à l'Université de Toronto. On pourrait dire beaucoup de choses, mais Olivier, on est là pour t'entendre parler d'internationalisation de l'éducation, coopération ou collaboration, compétition ou collaboration ou coopération. Alors, on t'écoute et un énorme merci d'être avec nous. Ben, merci beaucoup. Donc, je vais partager immédiatement mon écran. Je vais juste être sûr que tout va bien et on part. Voilà. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous ce midi. Je remercie la CRE, le réseau Périscope, le CRERES et évidemment Evelyne Foy de m'accueillir. J'étudie l'internationalisation de l'enseignement supérieur depuis plus de 12 ans et je vous l'avoue, je nourris un intérêt particulier
pour le processus d'internationalisation des cégeps, un processus qui se distingue à la fois de celui des universités que de celui des autres établissements d'enseignement collégial dans l'Amérique du Nord. J'ai eu la chance, grâce à Evelyne Foy, en 2010, la première fois, de participer aux éditions 2010 et après ça 2014 et 2019 du portrait des activités internationales des cégeps, qui est réalisé par la Fédération des cégeps. J'ai œuvré comme conseiller à l'international au cégep de l'Outaouais aussi en 2011-2012 et depuis 2022, des collègues et moi-même, nous sommes associés à la Fédération des cégeps ainsi qu'à 4 cégeps afin de monter un grand projet de co-création et d'évaluation des milieux d'apprentissage en réseau international, les MARI, appelés en anglais COIL. Donc, plus d'informations viendront à ce moment-là. C'est un beau projet qui est en cours. Mais ça n'implique aucunement que je ne me passionne pas aussi pour l'internationalisation des universités. En fait, en plus d'avoir eu pour directeur de maîtrise le vice-recteur aux affaires internationales de l'Université d'Ottawa, j'ai été consultant pour le comité de la stratégie internationale de la toute nouvelle Université de l'Ontario français. Mais la source de cette présentation d'aujourd'hui, elle est tout autre. En 2012, un événement d'une ampleur inégalée au Canada a cours et c'est le fameux printemps érable et ça a transformé ma façon de voir l'enseignement supérieur. J'ai à ce moment-là pris conscience que bien souvent les politiques publiques en enseignement supérieur et les stratégies institutionnelles, quoique différentes selon les pays et les provinces, visaient souvent à répondre aux mêmes dynamiques de concurrence. J'ai complété un doctorat à l'Université de Toronto. Ma thèse portait sur l'excellence en recherche des pays scandinaves, pays dans lesquels je suis parti vivre, effectivement, comme le disait Evelyne. Et de retour au Canada, comme professeur, je m'affaire aujourd'hui à déchiffrer les dimensions et les implications de cette course à l'excellence dans laquelle l'internationalisation est devenue un outil. Ma présentation va s'articuler autour de 2 idées principales. Tout d'abord, je vais décrire 2 dynamiques de concurrence mondiale qui ont transformé le champ de l'enseignement supérieur depuis une trentaine d'années, en portant surtout attention à la concurrence dite symbolique. Par la suite, je présenterai certains des effets collatéraux de cette dernière sur l'accessibilité, la diffusion des savoirs, la protection de la langue française, les coûts de système et évidemment l'internationalisation. Et finalement, bien que les problèmes soient toujours plus faciles à identifier que les solutions, j'aimerais explorer avec vous quelques voies alternatives qui permettraient aux établissements de rayonner tout en se faisant les agents de changement dont le monde a besoin. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des États-providence ont mis en place les structures nécessaires à la massification de leur système d'enseignement supérieur. Quelques décennies plus tard, l'expansion du phénomène géospatial de la mondialisation a intégré ces systèmes nationaux à un champ mondialisé qui lui aussi est marqué par diverses dynamiques de concurrence. Quelles sont ces dynamiques? La première découle de l'économie du savoir et fut marquée par la libéralisation de plusieurs secteurs publics, incluant l'enseignement supérieur. Près de 30 ans après la signature de l'Accord général sur le commerce des services, il est estimé que ce secteur a une valeur mondiale de 1 900 milliards de dollars US. Il faut comprendre que les gouvernements eux-mêmes, depuis les années 80, considèrent les universités et les collèges comme des moteurs économiques et les ont encouragés à travers différentes politiques à contribuer économiquement aux sociétés dans lesquelles ils sont imbriqués. Certains penseront aux lois sur la propriété intellectuelle, par exemple, ou au fait qu'aux États-Unis, les profits liés aux brevets universitaires équivalent au double des investissements fédéraux en recherche. On peut aussi penser aux incitatifs fiscaux qui encouragent le secteur privé à interagir avec le secteur universitaire. Le Canada a d'ailleurs un des systèmes fiscaux les plus avantageux à cet égard. Ou aux formules de financement qui, dans d'autres provinces, considèrent le taux d'emploi des diplômés, ou au Québec, qui inclut une subvention de contrepartie, appelée placement université, qui incite les universités à accroître les montants des dons reçus d'année en année. Parce que dans le fond, ce n'est pas le montant total de dons qui est inclus dans la formule, c'est l'augmentation par rapport à l'année précédente. La dérégulation des droits de scolarité est aussi une façon, dans certaines juridictions, de rendre les universités plus sensibles à la valeur marchande de leurs activités. Le Québec a d'ailleurs dérégularisé les droits de scolarité pour les étudiants internationaux dans les programmes de premier cycle et des programmes professionnels au cycle supérieur, faisant ainsi passer la fixation des droits en fonction des coûts dynamiques à on passe en fait d'une fixation des droits en fonction des coûts à une fixation des droits en fonction des dynamiques de marché, selon laquelle l'établissement va charger jusqu'à la limite de ce que les étudiants sont prêts à débourser pour un diplôme dans ce programme, dans cet établissement. Évidemment, les États-Unis sont un cas
particulier, mais on remarque aussi une financiarisation de l'enseignement supérieur, en ce sens qu'aujourd'hui, les bénéfices privés que génèrent les dettes étudiantes sur les marchés financiers équivalent annuellement à 1 milliard US par année. Donc, on fait du profit sur les dettes étudiantes. Pour faire face à cette concurrence mondiale selon laquelle l'impact économique d'un établissement est une mesure proxy à sa pertinence sociale, les établissements ont mis en œuvre un arsenal de stratégies que vous connaissez déjà probablement, allant de sociétés de valorisation de la recherche, au campus délocalisés, au recrutement d'étudiants internationaux qui paient des droits de scolarité, jusqu'aux propositions de programmes sur mesure pour les entreprises, l'abolition de programmes qui ne sont pas rentables en termes de nombre d'étudiants, et dans d'autres pays, la création de PhD dits industriels où la co-direction du doctorant est assumée par une personne en entreprise, par exemple, très populaire en génie. L'internationalisation joue évidemment un rôle important. Plusieurs personnes associent de facto internationalisation à recrutement d'étudiants internationaux à marchandisation. Mais il ne faut pas se le cacher, les gouvernements provinciaux et fédéraux multiplient les encouragements afin de recruter des étudiants dits payants et les établissements vont eux-mêmes utiliser le nombre d'étudiants internationaux qu'ils accueillent et la contribution de ces derniers à l'économie pour justifier leur pertinence. Bref, il nous faut réfléchir collectivement à l'impact que peut avoir d'associer la pertinence sociale des établissements à leur rentabilité, une rentabilité étant une mesure fondée sur des mécanismes de marché. Je précise que pour analyser cette dynamique, Slaughter et Leslie, puis Slaughter et Rhodes ont développé une première itération d'une théorie qui s'appelle le capitalisme universitaire. Donc, je vous encouragerai à lire si vous êtes intéressé à en savoir davantage. Mais il y a une deuxième dynamique de concurrence qui s'est mondialisée à partir des années 2000. Les communautés ont divers dispositifs de consécration afin de reconnaître la contribution des collègues qui repoussent les frontières de la connaissance. En parallèle, en accord avec la dynamique qu'on a préalablement abordée, il y a des compagnies privées depuis les années 80 aux États-Unis et les années 90 au Canada. Donc, aux États-Unis, on parle de US World News Report, puis au Canada, Maclean's, qui utilisent différents indicateurs de qualité, entre guillemets, pour publier des classements nationaux. Ça fait longtemps que ça existe. Or, avec l'ouverture des frontières, les nouvelles technologies de l'information et l'accès aux bases bibliométriques sont apparus en 2003-2004, les premiers classements internationaux des universités qui ont bouleversé le champ de l'enseignement supérieur. Ça fait 15 ans qu'on étudie ces classements et on sait que le choix des indicateurs est arbitraire, que la mesure est biaisée, que les rangs ne rendent pas compte de la diversité du champ de l'enseignement supérieur. Mais on sait aussi qu'ils sont la manifestation d'une dynamique de concurrence fondée sur le prestige qui découle de la production scientifique. Ici, le terme capital est entendu au sens large, au sens bourdieusien du terme, et comprend le capital dit scientifique qui génère un pouvoir symbolique pour les chercheurs, les universités et les États. Je précise que pour analyser cette dynamique, Robert Munch, un sociologue allemand, a développé une deuxième itération de la théorie du capitalisme universitaire, que moi j'appelle théorie du capitalisme universitaire symbolique. Dans cette théorie-là, l'université fait la preuve de sa pertinence à travers la réputation en recherche qu'elle bâtit, plutôt qu'à travers la contribution à l'économie qu'elle fait. Des centaines de chercheurs de par le monde ont étudié avec rigueur comment différents niveaux d'acteurs avaient réagi face à cette dynamique de concurrence, et après 15 ans, on connaît désormais les stratégies qui permettent d'accroître la visibilité sans nécessairement que cette visibilité reflète exactement la contribution réelle à l'avancement des connaissances. Un exemple patent est celui de l'Université Paris-Saclay. Quand le classement de Shanghai fut publié pour la première fois en 2003, ça a créé un tollé monumental en France, mais pas seulement en France. Et ce qui est ironique, c'est pas parce que la France contribuait pas de façon significative à la science, c'est plutôt parce que suivant la trajectoire historique du système, une grande partie de la recherche de pointe était menée dans des centres de recherche gouvernementaux. Bref, puisque les classements ne considèrent pas la taille des établissements universitaires, une des façons que la France a trouvé d'accroître artificiellement la visibilité, ça a été de fusionner des établissements. L'Université Paris-Saclay est née de la fusion de 7 universités, grandes écoles, instituts universitaires de technologie, laboratoire du CNRS et laboratoire du CEA. Grâce à sa taille, ce nouvel établissement compte plus de publications que l'Université Stanford, se situe au 37e rang du classement Shanghai et au premier rang en mathématiques. Ils n'ont rien changé, ils ont juste fusionné des établissements.
Je préciserais qu'une université comme l'Université de Montréal profite du fait que dans le Times Higher Education Supplement, mais pas dans le Shanghai Jiaotong, donc dans le Times Higher Education Supplement, le THES, l'Université de Montréal profite du fait que les publications des hôpitaux universitaires affiliés qui lui sont associés et HEC et Polytechnique sont comptabilisées sous Université de Montréal, ce qui lui permet de rentrer dans le top 100, ce qu'elle ne fait pas dans le Shanghai. Donc, c'est la même université, la même production, mais dépendant comment on compte, elle est dans le top 100 ou pas dans le top 100. Une autre façon, pardonnez-moi, pour les États de magnifier la réputation de leur établissement, c'est de concentrer le financement dans un nombre restreint d'entre eux, souvent à travers des mécanismes de financement qu'on dit d'excellence. Ça a débuté en 2005 avec l'Excellence Initiative en Allemagne, qui représentait des investissements à l'époque de 4,6 milliards d'euros en 10 ans dans 9 universités. En France, il y a eu les IDEX-ICIT, qui c'était 57 milliards d'euros dans 20 regroupements. Il y a eu en Chine les projets 985, 211 et aujourd'hui la Double First Class Initiative qui vaut 6 milliards US, qui est concentré dans 42 universités. Les pays anglo-saxons sont moins friands de ce type de subventions, mais certains chercheurs ont noté que les chaires de recherche du Canada, les chaires d'excellence, les chaires 150 et les fonds FCI qui sont de plus en plus concentrés depuis 10 ans dans un nombre restreint d'établissements et ça serait finalement une forme de financement d'excellence. Les établissements eux-mêmes ont développé différentes stratégies, mais l'une qui est la plus fréquemment observée, c'est la constitution de réseaux fermés d'universités de rang international qui visent à protéger le statut de ceux qui en sont membres et de tenir à l'écart les rivaux, afin de réclamer évidemment souvent un traitement différencié qui à terme transforme la réputation, donc le pouvoir symbolique, en avantage financier. L'internationalisation ici sert donc à ne conclure des ententes de partenariat qu'avec des établissements les plus prestigieux et créer ce qu'on appelle un effet de fermeture qui consacre le statut de ceux qui en font partie, mais exclut d'office de la concurrence les autres établissements. Il y a aussi dans le monde une course au prix Nobel, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais ça vaut plus de 20 dans le classement du Shanghai Jiaotong. Donc, certains établissements sont prêts à payer une fortune pour embaucher un chercheur qui a déjà obtenu un prix Nobel, parce que ça a un impact sur le classement, même si les chances que la même personne obtienne un deuxième prix Nobel sont quasi nulles. Ici, l'internationalisation devient affaire de recrutement des meilleurs chercheurs, du prestige. Pas pour l'argent qu'on les veut, c'est pour le prestige qu'ils donnent. L'internationalisation pour le prestige se décline aussi dans le recrutement d'étudiants internationaux et de stagiaires postdoctoraux, particulièrement ceux les plus prolifiques. Ça contribue à ce que Munch appelle l'effet potluck. Selon celui-ci, les universités ou les chercheurs qui disposent déjà d'un pouvoir symbolique important accueillent les étudiants au cycle supérieur, les stagiaires postdoctoraux et les chercheurs invités les plus prolifiques. Ceux-ci mènent des recherches avec eux dans leur établissement, ce qui accroît la production savante de l'établissement hôte. Et lorsqu'ils retournent chez eux ou dans un autre établissement, ces chercheurs continuent à accroître le pouvoir symbolique parce qu'on a noté qu'ils citaient davantage les publications des chercheurs avec lesquels ils avaient travaillé précédemment. Les chercheurs vont aussi changer certaines pratiques pour accroître leur réputation, multiplier les collaborations internationales en recherche qui accroissent les publications et les citations, mais aussi publier davantage en anglais parce que 80% des revues indexées par Scopus sont en anglais, 90% des articles indexés par Thomson Reuters sont en anglais. Bref, si on veut être dans les bases, il faut publier en anglais. Et si vous êtes familier avec l'effet Matthew, et encore plus le théorème de Thomas, et donc je vous envoie ça, des choses comme ça, mais allez, vous pourrez lire là-dessus. Vous savez que la valeur d'un chercheur est évaluée à l'aune des réalisations passées et donc que la probabilité d'obtenir une subvention, par exemple, s'accroît avec chaque subvention déjà obtenue. Ce qui veut dire que certains chercheurs vont accumuler subvention sur subvention sur subvention et vont en venir, et là l'expression est forte, à parasiter le système en accumulant plusieurs subventions concurrentes qui, au final, n'augmentent pas la contribution au même niveau à l'avancement des connaissances. Avant de passer à la prochaine diapo, j'aimerais quand même attirer votre attention sur cette notion de régime d'insécurité. Depuis les années 80 et au Québec, les années 90, avec la refonte de la loi sur l'administration publique, les universités sont soumises à plusieurs mécanismes de reddition de comptes qui s'additionnent les unes aux autres, ce qu'on appelle la sédimentation de la reddition de comptes. En parallèle, jamais la science a été autant mesurée. On évalue la qualité de l'université à son rang, la qualité d'un chercheur au nombre de citations que ses articles reçoivent, la qualité des revues à leur facteur d'impact, etc. Bref, on a un arsenal pour évaluer la soi-disant performance en recherche et plusieurs pays vont inclure ces indicateurs dans leur mécanisme de reddition de comptes. Or, c'est cliché de le dire, mais le développement de la science est rarement linéaire et c'est souvent bien plus tard qu'on accorde à une découverte la
visibilité qu'elle mérite. Et donc, face à l'incertitude inhérente à la science, on a décidé collectivement de nous rassurer sur la valeur de ce que nous faisons à travers des mesures qu'on appelle proxy. Et aujourd'hui, les États, les universités et les chercheurs accordent souvent plus d'importance aux métriques qu'à ce que les métriques sont censées évaluer. C'est un régime d'insécurité parce que la survie des acteurs dépend de leur capacité à répondre à des indicateurs certains, alors que les activités dans lesquelles ils sont impliqués sont incertaines. Certains pourraient me dire que la course à l'excellence, c'est juste une facette de la méritocratie, qui est une valeur inhérente à l'enseignement supérieur. Mais moi, je ne suis pas certain que la pression mondiale qu'on observe favorise une réelle méritocratie. Comme dans toutes les formes de capitalisme, il est plus facile d'accumuler du capital si on possède déjà du capital. Ce n'est pas ici une critique marxiste, mais les études le montrent. Il est plus facile de jouir d'une bonne réputation si notre réputation est déjà bonne. Et donc, depuis 20 ans, en plus des tours de passe-passe qui se multiplient, comme des établissements internationaux qui vont payer un chercheur canadien pour qu'il indique une double affiliation dans ses publications. Vous savez, quand vous êtes chercheur, dans certaines revues, vous pouvez dire que vous travaillez dans 2 établissements. Ça existe. Il y a un chercheur qui peut, par exemple, être affilié à un hôpital universitaire puis à une université. Donc, il est possible d'écrire 2 affiliations. Il y a des chercheurs canadiens qui reçoivent des centaines de milliers de dollars d'universités des États, des Émirats arabes unis, de Dubaï, du Qatar, d'Arabie saoudite pour indiquer une université dans laquelle ils n'ont jamais mis les pieds, ce qui permet d'accroître artificiellement les publications de cet établissement-là étranger, comme vous voyez, évidemment artificiellement parce qu'ils n'ont jamais contribué à la recherche elle-même. Donc, en plus de tous ces tours de passe-passe qui existent, on remarque une hiérarchisation croissante entre les centres, donc ceux qui ont, et les périphéries, donc ceux qui n'ont pas. Certains pays sont des superpuissances scientifiques. On va parler des États-Unis, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Suisse, qui se maintiennent au sommet non pas grâce à leur propre excellence, mais grâce aux meilleurs chercheurs qui viennent d'ailleurs. De la même manière, les universités qui sont les plus anciennes, qui ont des fonds de dotation plus élevés, qui sont la course avec ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Poussés à l'extrême, les universités de rang international peuvent former des oligopoles qui accaparent le financement de recherche à un point tel que leurs concurrents n'ont jamais les fonds nécessaires pour entrer dans la concurrence et bref, avoir un statut qui un jour pourrait rivaliser. On sait pourtant depuis 2015 que la concentration des ressources afin d'accroître la visibilité produit des inefficiences de système. Selon la discipline, à partir d'un certain point, ça a été calculé, il faut aller voir les études à partir de quel point, mais souvent, à partir d'1 million, de 2 millions, à partir d'un certain point, les bénéfices marginaux en termes de publication ou de citation par dollar investi diminuent. À un moment donné, un chercheur, vous lui donnez 10 millions, vous lui donnez 100 millions, le nombre d'articles de plus qu'il va publier ne sera pas au même niveau que ce que vous lui avez donné. Et des auteurs américains aussi ont montré, pardonnez-moi, une interdépendance entre le niveau de favorisation des étudiants et le prestige des établissements auxquels ils appliquent. En effet, à cause d'une demande qui dépasse l'offre dans les universités prestigieuses et de certains biais systémiques intériorisés par les étudiants de groupes marginalisés, les universités les plus prestigieuses accueillent généralement une proportion moindre d'étudiants de première génération, d'étudiants de minorité visible ou sexuelle ou d'étudiants en situation de handicap. Bref, la course à l'excellence, telle qu'actuellement construite, nuit à l'édit. À l'échelle globale, on peut distinguer 3 grandes sortes de périphéries mondiales. Tout d'abord, dans plusieurs pays en développement ou émergents, les établissements n'ont pas les moyens de débourser les coûts d'inscription aux bases de données et aux publications savantes. Et il est très difficile de publier un article qui tient compte des connaissances les plus récentes si vous n'avez pas accès aux articles qui comprennent les connaissances les plus récentes. Évidemment, ça nuit. Et en plus de ça, les meilleurs étudiants vont souvent être recrutés par des universités de pays développés, ce qui nuit à la capacité de ces périphéries de participer au grand processus de la science et évidemment à la diversité des perspectives en sciences. Il y a aussi d'énormes périphéries linguistiques. Une étude de Van Veegen montre que le ratio de nombre d'articles publiés en anglais sur ceux publiés dans la langue officielle du pays était de 43 pour 1 dans les Pays-Bas, de 30 pour 1 en Italie, de 25 pour 1 en Russie. Et on peut apprécier que nous ayons une langue commune qui favorise les échanges, souvent l'anglais, mais celle-ci peut aussi exclure des chercheurs dont la contribution au processus scientifique aurait pu être révolutionnaire. Et si cette course à l'excellence nous amène à publier davantage en anglais et dans des revues à fort impact dont le coût d'abonnement est astronomique, bien évidemment, on coupe la science de son impact potentiel pour les citoyens et les professionnels. À part les médecins qui ont accès à des bases de données, les psychologues, les infirmiers, les travailleurs sociaux et les enseignants ont souvent difficilement accès aux connaissances qui contribueraient
à leur pratique. Et pour les citoyens, ben, la pandémie l'a bien montré, il est encore aujourd'hui beaucoup plus facile de trouver une vidéo conspirationniste qu'un article savant lorsqu'on fait une recherche sur un vaccin. En somme, si l'excellence est louable, on peut se demander à quoi elle nous sert si, en bout de ligne, elle freine l'évolution ouverte de la science et nuit à la mission sociale de l'enseignement supérieur. Et j'ai longuement parlé des universités, mais qu'en est-il des cégeps et des collèges? Je me suis dit que ça pourrait intéresser certains et certaines d'entre vous. En tant que chercheur en enseignement supérieur comparé, il m'apparaît toujours nécessaire d'examiner l'effet médiateur de la structure politico-économique des États qui altère la forme que vont prendre les différentes dynamiques de concurrence. C'est encore plus vrai pour les établissements d'enseignement technique qui furent créés par les États dès le 19e siècle afin de répondre à des besoins locaux et nationaux en matière notamment d'industrialisation. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il existe une diversité des types d'établissements d'enseignement technique qui est inégalée dans le monde de l'enseignement supérieur. C'est donc dire que lorsque les cégeps, par exemple, veulent agir sur la scène mondiale, ben, ils le font à partir de la structure d'appui et des objectifs implicites qui leur sont transmis par les gouvernements, provinciaux d'abord et fédéral ensuite. Dans le cas des cégeps, à partir de 1965 avec la doctrine Jorin-Lajoie, mais encore plus en 2002 avec la stratégie d'internationalisation du gouvernement du Québec, les cégeps donc étaient soutenus afin d'agir comme des ambassadeurs de cette société distincte qui les avait vus naître. La notion de rentabilité était plutôt marginale parce que les cégeps n'ont jamais été conçus pour être, entre guillemets, rentables. Or, à partir des coupures de 2010 du gouvernement, avec la politique internationale de 2017, la vision internationale de 2019, le gouvernement incite fortement les établissements collégiaux à utiliser l'internationalisation afin de contribuer économiquement à la province. Ce n'est pas chaque établissement qui doit montrer sa rentabilité, mais le secteur en entier doit en faire la preuve. C'est d'ailleurs ce qu'a fait la dernière étude de 2021 commandée par la Fédération des cégeps qui montrait comment les étudiants internationaux dans les cégeps contribuaient à l'économie québécoise. Et qu'en est-il du capitalisme académique de type symbolique dont j'ai parlé? Bien, ça, c'est vraiment une autre paire de manches parce que les établissements d'enseignement technique, par leur grande diversité, leur caractère local et l'accent qu'ils mettent plutôt sur l'enseignement que la recherche, n'ont pas eu à faire face au même type de formalisation de la concurrence au niveau mondial. À moins que je me trompe, il n'y a aucun cégep au Québec qui est en concurrence avec l'Universidad Tecnológica de Jalisco, par exemple. Par contre, certains partenaires des cégeps, eux, se sont transformés. En effet, un des effets collatéraux du capitalisme académique symbolique, c'est le phénomène de la dérive universitaire ou des academic drift. Cette dérive peut être institutionnelle, comme en Colombie-Britannique, où des collèges communautaires sont devenus des collèges universitaires et certaines sont même devenues des universités, ou en Finlande, où les polytechniques sont devenues des universités de sciences appliquées. La dérive peut également être programmatique, donc à l'intérieur de l'établissement, en ce sens que de plus en plus de collèges américains et canadiens, mais même d'universités technologiques au Mexique, offrent des baccalauréats ou même des maîtrises. En France, depuis 2021, le DUT, offert par les instituts universitaires de technologie, est remplacé par le bachelor universitaire de technologie, intégrant ici officiellement ce diplôme à la structure du LMD. Pour les cégeps, cette dérive motivée par des raisons de visibilité est problématique parce qu'elle marginalise encore plus le DEC et qu'elle requiert encore plus de représentation afin d'être capable de conclure des ententes de partenariat. En somme, ces concurrences mondiales ont des effets partout, sur tous les types d'établissements, même si la structure politico-économique dans laquelle ils sont situés va moduler les effets. Bon, je crois que j'ai été suffisamment pessimiste jusqu'à maintenant et j'aimerais qu'on tourne notre regard vers des voies alternatives qui, soyons honnêtes, se multiplient dans le monde de l'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas du jamais entendu. L'internationalisation est un processus multidimensionnel dont les motivations sont toutes aussi diverses. Ce que je vous propose ici, c'est simplement de penser l'internationalisation autrement qu'en réaction à des dynamiques de concurrence mondiale. L'adjectif humaniste est très chargé, mais je ne pouvais pas penser à une meilleure expression. Donc, tout d'abord, face à une dynamique fondée sur la rentabilité, ben, il nous importe de rappeler que l'enseignement supérieur est un bien public et il faut en appeler un soutien tout aussi public qui protège les établissements des intérêts particuliers. C'était depuis le 19e siècle en Allemagne, bon, toute la tradition boltienne, où dans le fond, l'État s'est demandé comment est-ce qu'on fait pour protéger l'université de l'ingérence de l'État tout en la protégeant des intérêts particuliers. Ben, c'était un financement public massif désintéressé. C'est un peu ça l'idée. Le recrutement est devenu une source de revenus, mais les établissements sont encore capables d'humanisme en soutenant des partenaires internationaux et en faisant attention à ne pas recruter toutes les forces vives des pays moins fortunés.
ou encore en réinvestissant les sommes générées par les étudiants internationaux dans des programmes d'entraide à l'étranger ou d'exemption chez eux. Le Manitoba tente une formule semblable. La mobilité sortante, quant à elle, est fréquemment utilisée par des populations étudiantes privilégiées pour se distinguer par la suite sur le marché du travail et dans les études supérieures. C'est à peine 3% des étudiants à chaque année qui se rendent à l'étranger dans le cadre de leurs études. Et ces étudiants sont généralement des hommes, de milieux aisés et appartenant très rarement à une communauté culturelle. Fort heureusement, les universités ont multiplié les initiatives dédiées en internationalisation. Je salue le rapport de l'UDM sur les pistes à suivre afin d'accroître la proportion d'étudiants en situation de handicap qui vont en mobilité sortante. Rapport super intéressant. Ou le travail que fait l'UQAT sur les liens entre internationalisation et relations avec les premiers peuples. Mais il faut en faire plus afin de garantir que tout étudiant qui souhaite profiter d'une expérience internationale, que ce soit à l'étranger ou à domicile, puisse y avoir droit. L'internationalisation, c'est aussi, selon l'avis de plusieurs, l'un des vecteurs les plus puissants afin de favoriser la compréhension mutuelle entre les peuples, car à son fondement, toute activité internationale est fondée sur une relation entre soi et une personne d'un autre pays ou d'une autre culture. Alors que se multiplient les mouvements protectionnistes, les nationalismes exclusifs ou les populismes qui talonnent les démocraties, l'internationalisation ne peut plus dépendre de l'intérêt de chacun pour la chose internationale. Elle doit être le vecteur par excellence du contact avec l'altérité. Une internationalisation humaniste, c'est aussi une internationalisation qui déconstruit les hiérarchies inhérentes au capitalisme académique. En premier lieu, alors que le monde de l'édition scientifique s'anglicise à un rythme effréné, il est du devoir des établissements francophones de promouvoir la recherche en français et de soutenir des bases bibliométriques dans la même langue. Il peut aussi être pertinent de songer à mieux encourager les chercheurs eux-mêmes à agir comme des courroies de transmission. Ici, c'est très anecdotique, mais quand j'essaie, du moins le plus que je peux, quand je publie en anglais, d'utiliser des références francophones et quand je publie en français, d'utiliser des références anglophones pour donner accès à des bribes d'un savoir qui circule. Mais il faut aller au-delà du français et se demander comment les collèges et universités, lorsqu'ils agissent à l'international, peuvent se faire les courroies de transmission des langues autochtones qui sont encore plus menacées et qui ne parviennent pas à entrer dans le cercle des échanges savants. Ce point ne relève pas directement des bureaux internationaux. Il est aussi désormais avéré que une des façons les plus efficaces de briser les oligopoles d'établissements et de maisons d'édition, c'est d'opter pour le libre accès, mais aussi pour la science ouverte. Les organismes subventionnaires font des pressions importantes à ce sujet. Plusieurs ont adopté des politiques complètes. Mais à quand des ententes de partenariat qui incluraient, puis lorsqu'ils incluent une composante scientifique, prévoiraient explicitement la diffusion du savoir en libre accès, par exemple? Maintenant, par chance, on n'est plus en 2010 et plusieurs universités ne sont plus autant obsédées par les classements internationaux qu'elles l'étaient avant. Mais n'empêche, les classements ont encore leur ascendance. Une internationalisation humaniste viserait justement à s'assurer que dans le cas d'entente multilatérale, il y a toujours des établissements moins réputés. Justement parce que la réputation, comme toute forme de capital, ça se partage. Et sans nuire aux plus avantagés, ça aide les moins avantagés. Et toutes ces initiatives, évidemment, vont nous amener à remettre en question le prestige qu'on accorde à la recherche en anglais, le prestige qu'on accorde aux revues qui extorquent les universités, ou à remettre en question les critères de sélection, d'embauche, de promotion qui peuvent aussi des fois exclure certaines communautés. Déjà, plusieurs établissements québécois ont signé la déclaration DORA de San Francisco sur l'évaluation de la recherche. Cette politique invite les signataires à cesser d'utiliser des indicateurs basés sur les revues pour les promotions et s'intéresser davantage à la valeur intrinsèque de ce qui est publié, plutôt que le média dans lequel il est publié. C'est une autre façon, et il invite aussi les établissements à réfléchir à une autre façon de concevoir l'impact social des activités de recherche. Il faudra aussi se demander comment on peut inciter les chercheurs non pas seulement à publier dans des revues en libre accès, mais à citer ces articles, les articles de ces revues-là. Parce que le prestige des revues à fort impact, ça ne dépend que du pouvoir symbolique que l'on leur accorde. Il faudra réfléchir à comment on peut amenuiser aussi l'occidentalocentrisme et inciter les chercheurs à davantage consulter des articles des livres savants émanant de chercheurs d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est et évidemment de l'Afrique francophone. Ce qui est fascinant du capitalisme universitaire symbolique, c'est que simplement en changeant la direction de notre regard, on peut créer ou mettre un terme au pouvoir de quelqu'un ou de quelque chose. Tout dépend d'où on regarde. Vous le savez, l'internationalisation a longtemps été à la marge, à la périphérie des activités universitaires et encore plus collégiales.
Et pendant des décennies, les cadres et les professionnels de l'internationalisation se sont battus afin de faire comprendre que l'international, ce n'était pas du tourisme, hein, et que le processus contribuait au projet éducatif, dans le cadre des cégeps, ou aux missions des universités. Et sans crier victoire, je pense que le message est passé et qui est avéré maintenant que l'internationalisation contribue à l'enseignement, à la recherche et au service aux collectivités. Mais l'internationalisation doit-elle encore être au service des établissements si ceux-ci l'utilisent à des fins de domination économique ou symbolique? À mon humble avis, il est temps de réfléchir ou de recommencer à réfléchir ou de réfléchir avec plus d'ambition à comment cette internationalisation qui nous est chère peut transformer nos étudiants, nos enseignants, nos chercheurs, nos cadres, nos professionnels, nos établissements et ultimement nos sociétés. Avant de terminer, je voulais vous partager une excellente nouvelle. En 2021, 9 membres du LIRES ont obtenu une subvention du ministère d'Enseignement supérieur afin de co-développer le tout premier cours crédité en français sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Ce cours en ligne, offert de façon intensive et principalement asynchrone, va débuter en mai. Et au-delà des questions plutôt sociologiques que j'ai abordées avec vous ce midi, ce cours vise à couvrir les dimensions politiques, provinciales, fédérales, institutionnelles, notamment comment organiser un bureau international ou élaborer une stratégie d'internationalisation, de même que les activités internationales elles-mêmes. Bref, les inscriptions débutent en février et nous avons hâte de vous y voir. Je vous remercie énormément pour votre attention. J'ai hâte de discuter de ces sujets avec vous. Merci. Là, attends, je ne sais pas qui doit parler, mais Evelyne, on n'entend pas ton micro. Je disais que tes cafés supplémentaires ce matin destinés à booster ton énergie ont pleinement fait effet. Merci pour cette présentation et je suis sûre qu'il y a déjà des mains levées pour des questions. Pour l'instant, ah oui, OK. Donc, la parole est à Carmen Molinaire. Oui, bonjour Olivier, un discours très inspirant. Pour ma part, je suis actuellement étudiante au doctorat à l'Université de Sherbrooke. J'entreprends un doctorat visant à développer, à mettre en œuvre une internationalisation collaborative pour développer la formation aux études supérieures en Haïti. Donc, vous pouvez comprendre que votre sujet rejoint intimement la mienne, à savoir me combattre contre un système qui ne fait pas de place à la responsabilité sociale, à l'institutionnalisation. Je voulais justement vous dire que ça me rassure de voir que je suis pas toute seule. Je me suis sentie toute seule beaucoup, juste pour avancer cette proposition-là qu'on m'a dit, ben voyons donc. Et en même temps, je vous fais voir que j'ai 62 ans. Ça m'a pris tout ce temps-là pour oser dire, c'est le temps de prendre la plateforme puis de parler parce que j'ai plus rien à perdre. Donc, la chose que je vous poserai comme question, moi, je le fais. Mais je ne suis pas professeur parce que aucun professeur veut s'engager dans ce processus-là qui exige temps et énergie. Donc, je suis chargée de cours. Et je réalise ce que vous appelez le MARI, c'est-à-dire le COIL, depuis maintenant 5 ans avec une université haïtienne. Différents cours, différents projets qu'on réalise. On est inspiré par ce que ça a comme retombée réciproque. Et je me dis comment on va pouvoir promouvoir. Là, vous avez donné d'excellentes alternatives, mais je me dis comment créer une communauté plus forte pour pas que je me sente si isolée dans mon processus. Donc, c'est surtout ça, cette notion-là d'un besoin de trouver une communauté pratique qui pourrait avoir une voix forte pour porter ce message-là. Voilà. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que l'internationalisation, c'est un processus qui se réalise à tous les niveaux en même temps. Et donc, on peut y aller autant de façon individuelle, à travers des groupes de recherche ou des associations savantes, qu'à travers des départements, des facultés, des établissements, des associations d'établissements et le gouvernement. Donc, on peut monter à tous les niveaux.
Et donc, si je donnerais par exemple, bon, comme vous avez parlé des professeurs, évidemment, les gros projets, moi je connais, en tout cas en éducation comparée, on est nombreux à s'intéresser beaucoup à ce qui se passe dans d'autres pays et à vouloir collaborer à ce niveau-là. Évidemment, il faudrait voir dans les autres types d'établissements, mais il y a des organismes qui existent comme Universitaires sans frontières, donc des ONG qui permettent à des profs individuellement de participer à des projets de coopération qui font partie de notre mission de service et de rayonnement. Mais évidemment aussi, il y a toujours la possibilité à l'intérieur d'établissements de trouver, de faire des partenariats chargés de cours, professeurs, étudiants, professionnels de recherche et à l'occasion, le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial ou les fonds de recherche du Québec ont parfois des initiatives en matière de soutien financier à des projets de recherche qui se font avec des partenaires considérés privilégiés. Souvent, au gouvernement fédéral, bon, on est beaucoup dans l'Inde et Brésil. Au Québec, Haïti en fait partie des partenaires. Donc, on a des fois des partenaires un peu, on a nos partenaires européens, là, la Wallonie, la Bavière, on a comme nos points forts, puis évidemment la France, là, nos points forts en Europe, mais dans le reste de la francophonie, il y a quand même des éléments. Puis après ça, il y a toutes les initiatives auxquelles on peut participer à travers l'AUF. Mais effectivement, il faut se trouver une communauté. Donc, si on est seul, quelles sont les communautés qui regroupent des individus auxquels on peut collaborer? Quelles sont les communautés qui pourraient regrouper différents individus ensemble de chercheurs et bon, de créer quelque chose? Je mentionnerai aussi l'OUI, l'Organisation universitaire interaméricaine qui fait des choses très intéressantes à ce niveau-là. Donc, l'enjeu, c'est toujours à la marge. Donc, évidemment, dépendant de l'université à laquelle vous êtes et du statut que vous avez dans cet établissement-là, changer la direction de la stratégie d'internationalisation d'un établissement, c'est une autre paire de manches. Mais il y a un ensemble de travail qu'on peut faire à l'interne et auquel on peut contribuer. L'utilisation d'un COIL ou d'un MARI dans un cours pour internationaliser à domicile, c'est bien. L'utilisation de références qui viendraient de chercheurs haïtiens dans nos plans de cours, c'est un autre élément. Lorsqu'on fait de la recherche, de citer des études de ces pays-là, c'est une autre chose. Puis après ça, de tenter de monter avec des initiatives dépendant de la faculté où vous êtes. Mais je sais que plusieurs facultés des sciences d'éducation sont très intéressées aussi par les projets par les projets à l'international. L'enjeu, c'est toujours l'enjeu financier et la concurrence de différents intérêts. Donc, vouloir se positionner comme la plus grande faculté d'éducation du Québec, du pays, ou etc. Ou se positionner à l'intérieur de l'établissement, parce que les sciences d'éducation, c'est toujours un peu moins bien vu. Donc, se positionner donc utiliser l'internationalisation pour croître ou encore l'utiliser et c'est cet enjeu, je veux dans des concurrents et comment on fait pour en sortir et ça va dépendre de notre pouvoir d'action à différents niveaux. Voilà. Oui, mais c'est ça. Donc, moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut trouver un moyen de faire du marketing. On fait le marketing du symbolique, mais là, comment faire le marketing de l'internationalisation qui est de type humanitaire, comme vous l'avez nommé. Et c'est un défi que je constate que je vais avoir à trouver des collaborateurs pour travailler là-dessus. Parce que l'autre, le symbolique, il est pas mal dominant. Tout à fait. Super. On avait une main levée, là, Madame Larouche. Donc, je vais prendre la parole. Merci beaucoup, Olivier, pour cette conférence. Toujours intéressant de plonger dans les recherches de nos collègues. Olivier, des heures et des heures de discussion autour des conceptions de l'internationalisation fort intéressantes. Tu sais, dans notre analyse de plan stratégique des universités canadiennes, qu'on regarde en fonction de nos 7 conceptions des universités, là, la conception académique, la conception marché, entrepreneuriale, apprenante, milieu de vie et politique, on n'a pas été capable de coder l'internationalisation dans une des conceptions. Alors, on a quand même codé tout ce qui touchait l'international, mais on voyait bien qu'il y avait différentes conceptions de l'international. Et là, avec la présentation que tu viens de faire, c'est assez intéressant de pouvoir jouer sur les différentes conceptions. On pourra s'asseoir à un moment donné, si tu veux, pour qu'on puisse aligner ces différentes réflexions. Olivier, moi, j'avais une question pour toi. Tu parlais, c'est plus une question de précision qui m'intéresse. Les universités
tu as dit les collèges communautaires canadiens et les universités techniques canadiennes qui se transforment tranquillement en universités qui offrent des bacs. Et tu as parlé d'une dérive. Et j'aimerais ça que tu m'en dises un petit peu plus sur la dérive. Comment tu la vois? Oui, en fait, c'est vraiment le terme academic drift qui est, si je me suis, il y en a plusieurs, là, Hans van Voort qui avait publié là-dessus depuis 2008. Plusieurs auteurs ont publié sur cette conception-là. Donc, la dérive universitaire, en gros, c'est lorsqu'un établissement. Puis, on parle de dérive parce qu'on c'est la francisation de drift. Mais dans le fond, c'est pas nécessairement comme une dérive qu'on pourrait lancer au sens péjoratif, c'est que l'établissement non universitaire dérive, drift comme sur l'eau, vers l'université. Il devient. Pourquoi? Parce que mondialement, l'université, c'est un référent commun qu'on a. On a à peu près dans la plupart des pays, on a une conception, même si évidemment il y a des différences extrêmement importantes, mais on a l'impression qu'on a une conception commune de ce qu'est une université. Puis une université, c'est une université. Les établissements d'enseignement technique, que ce soit évidemment, que ce soit les collèges communautaires, que ce soit les universités de technologie, que l'université de sciences appliquées, que ce soit les instituts universitaires technologiques, mais il y en a plein. Vous pourrez regarder ce qui s'offre en matière d'enseignement technique avancé au Vietnam, en Chine. Il y a une diversité telle de ce type d'établissement. C'est fascinant parce que ce qui est beau, c'est que chacun a été créé spécifiquement pour répondre à des besoins très locaux et nationaux. C'est le cas partout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces établissements-là, ils sont placés dans un monde mondialisé et réalisent que leurs partenaires de l'étranger comprennent pas nécessairement toujours ce qui... Il y a deux enjeux. En fait, il y a deux enjeux. Je vais commencer avec celle-là. Il y a cette idée-là symbolique où lorsqu'on est très, très particulier et différent des autres et qu'on est dans un monde mondialisé, les gens comprennent moins ce qu'on est et on essaie donc c'est un phénomène d'isomorphisme, d'adopter la forme de quelque chose qui est plus connu. Ça, c'est un premier élément. Mondialement. Nationalement, les universités, dans tous les pays, sauf certains pays européens, notamment la France, les établissements universitaires sont plus prestigieux que les établissements d'enseignement technique. Et donc, puisque les universités ont de meilleurs budgets et ont un meilleur lien direct avec les gouvernements et évidemment une meilleure reconnaissance sociale, il est souvent avantageux au niveau symbolique, du prestige local, de migrer vers ce statut-là. Mais il y a aussi une raison qui n'est pas juste due au fait de je veux changer comment le monde me voit. Il y a aussi le fait que les connaissances évoluent. Et on a un enjeu important. Et l'enjeu, quand l'Ordre des infirmières a dit il faudrait un bac pour être infirmière au Québec, ça a créé un tollé monumental dans le monde des cégeps. Mais il faut comprendre une chose, c'est que certaines professions, les connaissances évoluent tellement qu'on n'est plus capable d'enseigner ce qui devrait être enseigné pour accéder à la profession à l'intérieur d'un diplôme technique. Donc, dans certains établissements, notamment en Alberta, en Colombie-Britannique, puisqu'il y avait peu d'universités, les collèges ont été capables de demander un statut universitaire. Ce que ça a fait, par contre, c'est qu'évidemment, imaginez que vous êtes un établissement qui vous pouvez maintenant enseigner jusqu'à la maîtrise. Avant, vous faisiez... N'oubliez pas que les collèges communautaires dans le monde anglo-saxon, avant, ils faisaient aussi ce qu'on appelle chez nous nos DEP, là, comme mécanique, charpenterie. C'était pas les écoles secondaires. Nous, c'est les écoles secondaires. Ça fait partie du système d'enseignement fondamental, mais en fait, dans la plupart des autres provinces canadiennes et aux États-Unis, ça fait partie des collèges communautaires. Bref, imaginez que vous avez dans un même établissement quelqu'un qui enseigne mécanique automobile, qui est jamais allé à l'université de sa vie, et des profs qui ont des doctorats parce qu'il faut qu'ils enseignent dans les programmes de maîtrise. Et là, vous devez réussir à assembler tout ça dans un collège universitaire ou même une université. C'est là ce qu'on appelle, et quand vous donnez une université, vous laissez tomber certains programmes techniques et professionnels. Et c'est là qu'on appelle la dérive, c'est que votre mission se réoriente vers une nouvelle mission qui est la mission des universités. Et ce faisant, vous laissez tomber certaines caractéristiques qui vous ont vu naître. Et des fois, c'est dû au fait, et je reviens donc à l'exemple des soins infirmiers, une allothérapeute pourrait le voir aussi, au fait que les connaissances évoluent tellement qu'il y a un enjeu important. Est-ce que vous laissez l'établissement collégial, technique, augmenter les niveaux? Donc, est-ce qu'on laisserait nos cégeps offrir des bacs, par exemple? C'est impossible dans notre système. C'est conceptuellement impossible. Mais en même temps, si on ne le fait pas,
les ordres vont revenir année après année en disant, ben, dans ce cas-là, il faut que ça passe à l'autre niveau parce qu'on n'est plus capable de condenser en 3 ans. Donc, il faut et c'est pas, pour moi, c'est pas un pour ou contre. C'est de comprendre qu'on est aussi dans un monde où les connaissances sont de plus en plus fines et la pratique professionnelle est basée sur un corpus de savoir qui évolue sans cesse. Voilà. Ben, merci. Fort intéressant cette analyse, Olivier. Merci, Catherine. Super. On pourrait passer à Madame Pauline Jean qui a levé la main. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation, Olivier, vraiment intéressante. Mais ce que je remarque aussi en écoutant cette présentation-là, en écoutant aussi l'intervention de Madame Molinaire, c'est que le sujet, c'est la compétition ou la coopération. Mais derrière ça, il y a on approche de l'Halloween, un fantôme qui ressort, qui est l'uniformisation. Alors, vous en avez parlé tantôt avec cette tendance peut-être de certains collèges à se transformer en université. Vous parlez des cégeps qui n'ont pas cette possibilité-là actuellement, mais qui ont une certaine tendance d'ailleurs à peut-être proposer certains DECDAC, par exemple, faire un lien plus rapide avec l'université, donner certains contenus. Maintenant, je vais revenir sur l'intervention de Mme Molinaire, puis je vais dire, est-ce que cette coopération, ces compétitions-là, nous amènent pas aussi à une certaine uniformisation et le danger aussi, c'est d'imposer certaines pratiques culturelles ou de ne pas certaines pratiques culturelles dominantes au lieu de laisser certains, on va dire, certains pays, par exemple, à certains pays, la possibilité de développer d'une façon culturelle une approche qui leur ressemble plus. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, tout à fait. C'est ça, ce que vous appelez uniformisation. C'est ça, tantôt, je faisais référence avec l'isomorphisme, donc d'adopter la forme d'un établissement avec lequel on interagit, soit de manière coopérative ou compétitive. En fait, ce qu'on remarque à partir du début des années 2000, donc avec l'apparition des classements internationaux, c'est qu'on est passé d'une diversité institutionnelle horizontale à une diversité institutionnelle verticale. Donc, c'est un concept que vous pourrez chercher là-dessus. Je vais ramener Van Voet qui en avait parlé. En fait, la diversité horizontale, c'est lorsque vous prenez différents établissements et les établissements sont différents mais égaux. Ils font tous quelque chose dans lequel ils sont bons et on considère qu'ils sont relativement égaux dans ce qu'ils font. Ça, c'est de la diversité horizontale. À partir du moment où vous prenez un classement, ben là, vous avez une diversité qui est verticale. Donc, vous avez les mêmes indicateurs pour tout le monde, et là, vous les mettez en rang selon leur capacité à répondre à des indicateurs. Les classements sont devenus tellement importants à partir de 2003-2004 qu'effectivement, on a noté un grand isomorphisme. Donc, d'abord, linguistique. Beaucoup d'universités ont adopté des pratiques liées à l'anglais. Programmatique, donc on s'est ramené vers les diplômes, une similitude, en tout cas des diplômes anglo-saxons. C'est peut-être pas la seule raison du LMD en Europe, mais l'idée d'un bac maîtrise doc est devenue, c'était pas, vous savez qu'avant 2003, là, il y a beaucoup de pays où c'était pas du tout ça, la structure des diplômes. Donc, cet élément-là, il y a eu aussi une uniformité à faire des missions, dans le sens que les missions recherche est devenue plus importante dans les établissements pour lesquels ce n'était pas leur première mission. Il y a eu un isomorphisme aussi, donc j'ai dit recherche, programme, structure. En tout cas, il y en a plein d'autres. Il y avait comme il y avait à peu près 5-6 éléments qui avaient été identifiés comme une mouvance vers une plus grande similitude. Donc, en fait, c'est, oui, un isomorphisme, une uniformisation, mais en fait, moi, je préfère dire qu'on est passé d'une diversité horizontale à une diversité verticale dans laquelle l'ensemble des établissements, peu importe dans quel contexte ils ont été créés, peu importe la mission qu'ils avaient, leur structure financière, les formules de financement qui les soutiennent, leur plan stratégique, tout ça n'a plus d'importance puisque tout le monde est évalué à travers des indicateurs qui sont uniformes, quels que ces indicateurs soient.
Évidemment, puis c'est ça, on pouvait donner, imaginez comment l'université Bishop, petite université de premier cycle dans le canton de l'Est, se sent dans ce système-là. Mais imaginez comment l'UNAM, l'Université nationale du Mexique, qui avait 300 000 étudiants, c'était un énorme mastodonte, mais comment elle fait pour réussir à rentrer dans tout ça. Évidemment, vous doutez bien que toutes les universités dans les pays émergents sont presque incapables de se tailler une place dans ça. Je veux dire, la Chine est rendue à des investissements qui, depuis 2000, sont à peu près juste en financement d'excellence, on est au-dessus de 50 milliards, probablement, puis ils n'arrivent pas non plus. Donc, vous imaginez que si la Chine n'y arrive pas, bon, c'est pas vrai qu'ils n'y arrivent pas, mais ils rentrent pas dans le top 100, mais ils arrivent, ils montent. Mais cette idée-là, c'est juste de comprendre, donc effectivement, qu'il y a encore une diversité, mais on est en train d'effacer la diversité qui était pourtant importante. La diversité horizontale permettait de répondre aux besoins différents des étudiants, permettait de la mobilité sociale, ça permettait aussi l'innovation pédagogique. Donc, moins on a cette diversité, bien évidemment, plus on est mal pris dans un modèle unique. Et effectivement, c'est quand je parlais dans ma présentation des inefficiences de système, bien, c'est qu'on surproduit le même. En fait, prenons une logique économique. C'est comme si on se mettait à ne produire qu'une seule sorte de voiture ou qu'une seule sorte de céréales, puis qu'on faisait plus les autres. Ben, à un moment donné, ça devient trop de la même chose. Ou qu'on ferait juste un seul type d'aliment. C'est l'enjeu qu'on s'en vient, on arrive vers ça. Évidemment, il y a un enjeu aussi, des disciplines, ben, c'est ça aussi. Parce que comme les classements sont basés sur, par exemple, les publications dans Nature et dans Science, ben, vous vous doutez bien que les universités qui sont très fortes en sciences sociales ou en arts, par exemple, sont pas là. Ils sont inexistants. Et la pire chose qui peut arriver dans le capitalisme symbolique, c'est de ne pas exister. Donc, on remarque effectivement un recadrement des disciplines dans certains pays. Je vous dirais quand même que ce que je mets comme, ce sont des forces. Mais après ça, les gouvernements sont tout à fait capables de résister, les établissements sont capables de résister, puis les communautés, on reste que l'université, par exemple, est une institution collégiale et que le collégium de profs, quand même lui donner ça, certains critiquent la collégialité, mais c'est quand même ce qui a assuré une très forte résistance à ces tendances aussi. Donc, faut quand même, il y a quand même des forces de résistance, des poches de résistance dans différents milieux. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Ashley, est-ce que... Ben, moi, je vois Michel Berthelot. Ashley, votre micro était fermé. Oui, j'ai levé la main. Allez-y. Oui, bonjour. Merci pour la présentation très intéressante. Moi, il y avait deux niveaux. Bon, il y en a un, c'est peut-être un peu un détail, là, quand on parle un peu de l'universitarisation de la formation technique. Je pense que quand les établissements de formation technique se transforment en université, c'est une chose. Mais je pense que, vu d'un autre point de vue, c'est-à-dire du cheminement étudiant, c'est mon ancienne vie en orientation qui remonte, c'est intéressant qu'il y ait, par exemple, mettons qu'on parle d'un brevet de technicien supérieur, un BTS qui est 2 ans après le bac français, mettons, qu'on dise, ben, c'est comme un L2 dans le contexte licence, master, doctorat, et que l'étudiant puisse continuer après en licence. Bon, c'est un peu le principe du DECBac ici, qui a de nombreux avantages, y compris de permettre à des jeunes de milieux populaires qui ne pourraient pas envisager de fréquenter l'université, quand ils vont au cégep, qu'ils réussissent bien, que des profs les poussent, leurs amis s'en vont à l'université, bien, qu'ils peuvent passer d'une technique au génie, par exemple. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. J'ai une question par rapport à ce que vous avez présenté. Donc, vous avez parlé beaucoup de la recherche, de la formation, aussi de la mobilité étudiante. J'aimerais ça un petit peu vous entendre sur ce qui s'appelait dans la stratégie d'internationalisation que vous avez évoquée, l'exportation du savoir-faire québécois. C'est un concept un peu occidentalocentriste, je reconnais, mais il y a beaucoup de projets de coopération qui se font. C'est sûr, quand on dit concurrence ou coopération, c'est encore là-dedans parce que, par exemple, la Fédération des cégeps va être en concurrence avec d'autres intervenants publics ou privés pour avoir des contrats de la Banque mondiale ou d'Affaires mondiales Canada pour des projets de coopération.
Mais je trouve que c'est un volet de l'internationalisation qui mériterait d'être analysé parce que c'est intéressant, parce qu'il y a à l'intérieur de ça du partenariat. Par exemple, pour l'élaboration des programmes, la reconnaissance des acquis, je pense des domaines où le Québec a quand même développé une expertise. Il ne faut pas être imposer ses convictions, mais il faut reconnaître ce qui a été développé. Et il peut y avoir de la co-construction de programmes avec des partenaires d'autres pays, notamment en Afrique subsaharienne où on a fait une expérience avec le Sénégal. Et je pense que c'est un volet de l'internationalisation qui peut apporter beaucoup à la fois à ceux qui vont présenter l'expertise québécoise et à ceux qui travaillent conjointement avec les Québécois. Donc, c'est un volet que je trouve un petit peu sous-développé, puis ça m'intéresserait d'avoir votre opinion là-dessus. Oui, tout à fait. Ben, d'abord, je vais parler pour les DECBAC. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que, et c'est ce que j'aime en enseignement supérieur comparé, c'est que on voit que les établissements sont confrontés à des dynamiques semblables et la façon dont ils réagissent dépend de la structure dans laquelle ils sont. Donc, une des innovations des cégeps, ça a été évidemment les DECBAC. Le deuxième, c'est les AEC. On pourra en reparler. J'ai écrit là-dessus. Le problème que je vois des DECBAC, c'est qu'alors qu'on avait une logique très systémique et cohérente quand on a créé le système des cégeps, ben maintenant, c'est à l'initiative d'un cégep individuellement avec une université. Le jour où on sera sérieux, pour moi, le jour où on sera sérieux avec les DECBAC, ce sera le gouvernement qui statuera que toutes les universités et tous les cégeps offrent ça va être systématique. Ça va être partout. À partir du moment où un étudiant fait tel programme de DEC et qu'il a telle moyenne, ben, il peut rentrer au bac dans n'importe quelle université et avoir cette année-là de moins. À partir du moment où c'est individuel, moi, je trouve qu'on recrée des inéquités de système qu'on avait réussi à effacer en 67. Donc, ça, c'est un élément. Ce que vous appelez exportation, que j'aime mieux appeler partage du savoir-faire, mais vous avez raison, la Fédération l'appelle exportation. Encore là, en fait, c'est drôle parce que l'internationalisation du cégep, c'était dans les années 90. Puis Evelyne Foy le connaît, elle était à Cégep International. Je veux dire, Cégep International a été fondé en 92 pour justement favoriser la réponse à des appels à projets de l'ACDI, Feu ACDI. Et c'était ça l'internationalisation des cégeps jusqu'à peu près 2005-2010. Mais après ça, si vous suivez les portraits des activités internationales que j'ai réalisés, on est en décroissance constante depuis ce temps-là. L'exportation du savoir-faire dans les cégeps, c'est l'activité la moins importante aujourd'hui de toutes les activités internationales. Il y a peut-être la mobilité enseignante qui est à peu près, qui arrive à peu près égale avec. Donc, c'est un enjeu, effectivement. Vous mentionnez, moi j'ai entendu quand je vous entendais parler, je pensais à l'EPE, Éducation pour l'emploi au Sénégal, EPE dans les Andes, tous des projets que je connais quand même bien. Mais ce n'est plus ça aujourd'hui, l'exportation du savoir-faire des cégeps. Si vous regardez les données puis les courbes, aujourd'hui, les cégeps ont remplacé la participation à des projets de coopération internationale par la délocalisation des programmes. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est enseigner des DEC au Maroc, en Tunisie, c'est enseigner donc des AEC dans d'autres pays. En fait, c'est ça la nouvelle exportation du savoir-faire. Donc, on n'est plus dans une logique de coopération et de partage. On est dans une logique de « on va aller vous former chez vous », ce qui peut être très correct en termes de coopération et de développement. Mais il faut comprendre que la nature elle n'est plus tant actuelle. Une des raisons, évidemment, c'est que les organismes gouvernementaux ont baissé de manière extrêmement importante depuis la fin des années 90, puis bon, depuis la chute du mur de Berlin, là, aussi, leur subvention au développement et à la coopération internationale. Donc, il n'y a plus beaucoup d'argent pour faire ça. Et l'argent, aujourd'hui, il est où? Ben, il est dans les étudiants internationaux. Donc là, c'est fascinant de voir que aujourd'hui, le recrutement d'étudiants internationaux dans le cégep, c'est l'activité prioritaire pour une majorité de cégeps. Ce n'était pas le cas en 2005, en 2010, en 2014, ce l'est en 2019. Et on remarque que les étudiants qui viennent, maintenant, ce ne sont plus des étudiants qui viennent de pays où il y avait des ententes d'exemption avec le gouvernement du Québec. Ce sont des étudiants qui viennent de pays payants. Et encore plus, c'est la progression depuis 2010 fulgurante des étudiants qui viennent pour des AEC, parce qu'eux ne sont pas régulés par le gouvernement du Québec et les droits de scolarité peuvent être modulés alors que pour les DEC, ça dépend. Bref, le monde de l'internationalisation du cégep a vraiment changé et on voit que les cégeps ont tenté, évidemment parce que la structure aussi autour d'eux ou gouvernementale a changé, mais de répondre à une coopération, à une compétition économique. Et ils sont vraiment dans cette logique de capitalisme académique de type économique parce que c'est ça qui va faire
qui va justifier leur pertinence. Donc, mais je comprends l'importance du partage. Et c'est vrai, vous parlez de la stratégie de 2002, de laquelle j'ai moi-même parlé. Mais on regarde ce qui avait été dit en 2002 versus ce qui a été dit en 2007 avec la politique internationale, puis après ça en 2017 avec l'autre politique internationale du Québec, puis après ça avec la vision internationale de la CAQ, et on n'est pas du tout au même endroit. Donc c'est ça. Les choses ont changé, disons. Je peux le dire comme ça. Je pense que je vais donner Réjeanne? Oui, bonjour, Monsieur Olivier. Merci beaucoup. Moi, je vous ai connu, c'est l'année passée, grâce à Madame Catherine Larouche au LIRES. Alors, j'ai lu votre article qui est paru dernièrement. Vous avez écrit en collaboration avec une autre personne sur justement l'internalisation des universités. Ce que j'ai aimé beaucoup, c'est j'ai réalisé la valorisation du français dans les recherches. Comme vous avez souligné, plein de personnes, des professionnels, que ce soit dans le milieu de l'éducation ou de la santé, peu importe, n'ont pas accès aux recherches parce que c'est beaucoup en anglais. Alors ça, là, bravo, je trouve que c'est un plus. Maintenant, je vois aussi que votre université, en tout cas, s'adapte pour répondre davantage aux besoins de la société. Vous avez mis sur pied le cours santé mieux-être pour le 2e cycle, qui sont en la gestion en éducation. Et moi, je trouve ça merveilleux. Je vous souhaite de poursuivre pour que ça aille aussi au niveau du 1er cycle. Maintenant, pour répondre à Madame Carmen, concernant ses études ou ses projets avec l'Université d'Haïti, vous pourriez peut-être créer un lien avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie qui s'implique beaucoup en Haïti. Alors, encore une fois, Monsieur Olivier, un gros merci. Merci, Réjeanne. Oui, je remercie. D'ailleurs, l'article que vous faites référence incluait Émile Salomon-Zambo-Assembe, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, allô, Émile, je suis content de te voir. Oui. Et puis, le cours, je ferai je transmettrai vos bons commentaires à mon collègue Emmanuel Poirel, qui a créé le cours Santé et mieux-être chez nous. Merci. Oui, mais M. Gomez. Alors, bonjour, M. Kawet. J'ai vraiment apprécié votre présentation. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et la question que moi j'ai, c'est à propos de la nouvelle qui est récemment sortie, à propos du fait que le gouvernement fédéral autorise désormais les étudiants internationaux à travailler hors campus de façon, en fait, la limite, initialement, il y avait une limite de 20 heures pour les étudiants internationaux. Et maintenant, cette limite, à partir du 15 novembre prochain, est supprimée. Et donc, les étudiants internationaux sont autorisés à travailler de façon à temps plein hors campus. Et déjà, ça réjouit beaucoup d'amis qui sont en Afrique, qui ont hâte d'avoir une admission dans une université canadienne de façon à pouvoir travailler dans un but pratiquement bon pour satisfaire à des besoins économiques. Et là, j'aimerais vous entendre à propos là-dessus. Est-ce que cette décision peut être dans une optique d'internationalisation des universités ou de marchandisation ou dans une optique d'humanitaire? Merci. C'est intéressant. En fait, je pense que j'aurais de la difficulté à la placer parce que ça vient pas des universités elles-mêmes. Hein. Les universités n'étaient pas tant... En fait, elles n'étaient même pas au courant, je pense, que le gouvernement fédéral s'en allait faire ça. Mais le gouvernement fédéral, constatant la pénurie de main-d'œuvre accablante dans presque tous les secteurs actuellement, a dit « Hey, on a là un groupe de travailleurs potentiels qu'on pourrait mobiliser. » Donc, en retirant ou en augmentant la limite de nombre d'heures hors campus qu'un étudiant peut travailler, évidemment, on vient répondre à plusieurs besoins du marché. Il y a des enjeux en termes de réussite éducative, il y a des enjeux en termes de nos emplois sur le campus vont devenir pas mal moins intéressants et pour moi qui embauchent des auxiliaires de recherche. Et c'est pas comme si je pouvais leur donner plus d'argent. Le salaire est fixe, hein, c'est une convention collective. Je serais incapable de concurrencer avec les emplois hors campus. Là. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va faire sur la production de recherche. Comme l'impression que les universités vont se poser de grandes questions par rapport à ce changement. On verra ce que ça va donner à partir de l'année prochaine. Définitivement, si je devais
ajouter, bien évidemment, c'est dans une logique, je pense, économique. C'est pas pour faire plaisir aux étudiants internationaux qu'on a fait ça, puis c'est pas pour faire plaisir aux universités, puis c'est pas pour se positionner symboliquement, c'est vraiment parce qu'économiquement, on en a besoin pour réussir à fonctionner comme société. Évidemment, il y a d'autres enjeux et le Canada, ben, vous avez vu aussi les données récentes sur la proportion, par exemple, d'immigrants récents au Canada, qui est très importante. Il faut comprendre que l'éducation pour le gouvernement fédéral sert comme un vecteur de recrutement aussi, parce que les étudiants qui terminent un diplôme de 2 ans et tout ça, qui s'inscrivent dans le fast track, je suis désolé, le processus accéléré d'immigration pour la résidence permanente une fois la complétion de leurs études, bien évidemment, c'est bénéfique pour le Canada parce qu'ils sont déjà pré-socialisés à la société, puis ils ont un diplôme qui est déjà reconnu. On n'a pas à se taper la reconnaissance de diplôme. Donc, mais c'est encore là, les universités se font mettre ça, et les collèges aussi, là, se font mettre ça dessus et c'est pas comme si elles l'avaient choisi nécessairement, en ce sens que c'est le gouvernement qui le fait pour ses propres besoins en immigration. Je vous cacherai pas qu'il y a des collèges ontariens qui vont utiliser l'argument de l'immigration en matière comme arme de recrutement et c'est très efficace dans certains pays, mais ça, c'est complètement une autre dynamique. Si vous voulez qu'on parle un jour, vous me réinviterez, on pourra parler d'agents de recrutement, de mauvaises pratiques, etc. Il y en a tout plein, et tout ça répond vraiment à une dynamique évidemment financière, là, économique, là, complètement. Là. Mais pour l'instant, ce que je pourrais dire là-dessus, ben, c'est ça. Je pense que ça répond plutôt à des impératifs de la société actuelle, parce que le Canada, sa stratégie pour réussir à évoluer et à continuer à croître dans le futur, c'est de fonder sur l'immigration. Donc, voilà, c'est ce que je dirais pour ça. Merci. Merci. Abakar Jean, j'ai volé le travail de Ashley. Oui, bonjour Olivier, merci pour cette excellente présentation. Un sujet très, très, très intéressant. Je reviens d'une mission au Maroc et en France dans le cadre du recrutement et d'internationalisation. Ma plus grande réflexion, c'est vraiment, vous l'avez abordé, c'est la délocalisation qu'on constate sur le marché. Je suis spécialisé sur le continent africain. La mobilité entrante est un sujet très important pour moi parce que ça fait partie de mon travail. Et la réalité des universités d'origine et la réalité des étudiants qui sont accueillis ici est un sujet très important pour moi. Quand on retourne dans les études qui ont été publiées en 2018, les étudiants internationaux ont rapporté 18 milliards de dollars au Canada. Et comme vous l'avez dit, pour répondre à M. Gomez, cette publication du gouvernement fédéral qui a été faite récemment, c'est il y a eu des études qui ont été faites 1 an en avant sur les rapports économiques de tous les étudiants étrangers qui sont présents sur le territoire canadien. C'est ce qui a fait que cette publication, cette nouvelle a été mise en œuvre. Mais c'est un couteau à double tranchant. Il se peut que dans quelques années, des études vont sortir pour démontrer les taux d'échec. Je ferme la parenthèse. L'essentiel, la réflexion vraiment qu'on doit mener, il y a un très grand intérêt pour le Canada qui se positionne à l'international. Aujourd'hui, les gens, surtout pour le Québec, qui est francophone, l'Afrique subsaharienne francophone, les gens ne veulent plus aller aux États-Unis, ils ne veulent plus aller en France. Ils veulent venir au Québec. Et le Québec a besoin. Mais comment faire en sorte que ça soit gagnant-gagnant? Transfert de connaissances, réforme des universités des pays d'origine pour qu'il y ait des pôles d'excellence, d'échange de profs, des centres d'intérêt où les gens peuvent venir pour des 3e cycles. Parce que dans nos universités, les 3/4 des étudiants qui font le 3e cycle ici viennent de l'international. Il faut aussi que cette internationalisation humanitaire se fasse sentir. Sur le terrain, il y a de la délocalisation, mais c'est vraiment du capitalisme à travers l'éducation qui est là. Aujourd'hui, si vous allez à Abidjan, HEC Bordeaux est là, HEC Paris est là, vous allez à Casablanca, vous allez à Dakar, partout sur le continent, ça fait 5 ans que tout le monde est là-dessus. Et les projections le disent. Présentement, les gens sont intéressés par les universités occidentales, européennes, nord-américaines, mais même les universités maghrébines, c'est-à-dire Tunisie, Maroc, Algérie, ont l'œil sur l'Afrique subsaharienne parce qu'il y a une croissance énorme du volume d'étudiants que les universités ne sont plus capables de contenir.
Je pense que dans le futur, il va falloir aller vers cette internationalisation humanitaire des universités et tout, pour pouvoir aller vers le win-win. Il ne faut pas juste que ça soit dans un sens. Parce que quand on regarde la mobilité entrante, elle est plus élevée que la mobilité sortante de nos universités vers ces pays. Je sais que les réalités socio-économiques et sécuritaires sont différentes par rapport aux publications qui sont faites sur les sites d'Affaires mondiales Canada. Et ça prend tellement de l'ampleur aujourd'hui, il y a des délégations de Québec qui sont créées un peu partout et il y a des spécialistes d'éducation qui démarchent dans la plupart de ces délégations. Donc, une réflexion doit être faite pour pouvoir, pour que dans les années à venir, le Québec, les universités du Québec ne soient pas vues comme des universités nord-américaines, les universités des États-Unis ou françaises qui sont aujourd'hui, les gens tournent, ne veulent plus aller vers la France, ils veulent venir vers chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette expérience nord-américaine et francophone. Merci. Beaucoup d'éléments. Donc, on a parlé de recrutement, de délocalisation. D'abord, je précise que j'ai parlé d'une internationalisation humaniste plutôt qu'humanitaire. On pourra reparler des termes, mais juste parce qu'il y a une connotation aussi à humanitaire. Donc, voilà. Mais effectivement, il y a le recrutement est une activité extrêmement importante en Australie, au Canada, aux États-Unis. En fait, les grands pays qui accueillent, c'est des pays d'ailleurs qui accueillent beaucoup plus qu'ils envoient, là. La façon dont on recrute pour l'instant répond à deux grandes logiques de concurrence. Donc, le recrutement au premier cycle et dans les programmes professionnels, là où le gouvernement a déréglementé les droits de scolarité, c'est vraiment pour répondre à un capitalisme universitaire ou académique de type économique. On va aller, et lorsque vous avez mentionné l'étude, les étudiants internationaux rapportent 18 milliards au Canada en frais directs et indirects. Évidemment, on est vraiment dans cette logique-là, et les universités vont à la fois elles-mêmes aller combler les pertes de financement qu'elles peuvent recevoir du gouvernement provincial à travers les droits de scolarité qui sont payés par les étudiants internationaux et vont entrer dans une logique, évidemment, de concurrence pour aller en recruter le plus possible, mais recruter surtout ceux qui peuvent payer. Donc, dans cette logique-là, de facto, on évacue des étudiants qui pourraient profiter de cette expérience internationale ou de ce diplôme au Québec, par exemple, mais qui n'ont pas les moyens de s'y inscrire ou de suivre cette formation. Par contre, quand on parle de recrutement au deuxième et au troisième cycle, et quand vous dites la majorité de nos étudiants au troisième cycle sont internationaux, ça va être de plus en plus le cas, c'est que là, on est dans une logique vraiment de capitalisme universitaire de type symbolique. On ne les recrute pas pour faire de l'argent, eux. En fait, d'ailleurs, souvent, on va leur donner des bourses, on va essayer de les exempter de droits de scolarité, on va essayer de s'assurer pour que nos profs, du moins dans les disciplines les plus prestigieuses, ils sont payés. Notamment pour faire concurrence avec les pays d'Europe du Nord, la Suisse, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède ont des programmes financés pour les étudiants au doctorat extrêmement avantageux parce que justement, l'objectif, c'est d'en recruter le plus possible sans les faire payer parce qu'évidemment, ce qu'on va chercher chez eux, c'est pas des droits de scolarité, c'est de la production de recherche. C'est ça qu'on veut faire. C'est la force vive parce que les profs, on n'a plus le temps d'en faire de la recherche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On embauche des étudiants pour en faire. Mais ça, c'est une autre logique. Et dans celle-là, c'est pas pire parce qu'un étudiant qui serait potentiellement moins favorisé pourrait quand même réussir à rentrer. Mais il faut quand même qu'il y ait un dossier extraordinaire, puis il faut qu'il y ait eu la chance de publier beaucoup, ce qui est presque impossible pour un étudiant qui vient justement pas de famille aisée. Donc, dans les deux cas, dans les deux dynamiques de concurrence internationale, de la même manière, on exclut un certain nombre d'étudiants. Alors là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait pour donner une chance? Qu'est-ce qu'on fait pour renforcer les capacités des partenaires internationaux? Puis, je veux dire, évidemment, il y a tout ce qu'on va dire et les projets auxquels on va participer. Mais je pense pas il y a aucune université, l'Université de Montréal se targue d'être, à un moment donné, quand on dit, d'être l'université, la plus grande université de recherche francophone au Canada. Bon, finalement, c'est au Québec, là, dans le fond. Mais elle veut pas perdre ça non plus. Donc, jusqu'à quel point est-ce que comme établissement, et ça va être ça notre enjeu de notre réflexion à amener, jusqu'à quel point est-ce que nos établissements sont prêts à délaisser un peu du pouvoir qu'ils ont dans le champ de l'enseignement supérieur, je vais prendre des termes bourdieusiens, donc le pouvoir symbolique qu'ils ont dans le champ de l'enseignement supérieur mondial, pour transférer, pour donner
partager une partie de leur capital scientifique, par exemple, avec des établissements d'ailleurs. C'est pour ça que je disais qu'une des stratégies, c'est lorsqu'on conclut des ententes multilatérales avec une composante en recherche, essayons d'inclure toujours des partenaires qui sont moins favorisés. Bon, ça devrait être automatique, qu'il y a des gens qui ne soient pas dans les classements, pareil, des établissements qui ne sont pas dans les classements. Ou encore de travailler collectivement à faire la promotion de bases de données savantes francophones en libre accès pour que tous nos chercheurs de tous les pays francophones, incluant en Afrique subsaharienne, puissent avoir accès aux plus grandes recherches. Et donc, il y a tout cet élément-là. Les gouvernements vont accepter à chaque année de payer, de donner des bourses pour quelques étudiants qui vont venir étudier chez nous avec l'objectif, la condition, c'est qu'ils retournent. Il y a un peu cette logique-là. D'où ils viennent, mais c'est très peu. Est-ce que c'est efficace? Il y a beaucoup de voies. En fait, c'est l'idée de dire qu'il faut être conscient des dynamiques de concurrence contre lesquelles on agit et après ça, identifier quelles sont les voies porteuses qui sont les plus importantes en fonction de dans quelle concurrence on se bat. Si on se bat pour le premier cycle, on se bat plutôt contre une concurrence économique contre de laquelle il faut sortir. Si on parle de recrutement au troisième cycle, on est plutôt dans une concurrence de type symbolique de laquelle il faut sortir et nos stratégies vont être différentes. J'ai déjà dit dans une autre conférence, on peut être contre deux choses sans que ce soit la même chose. Ce sont deux dynamiques différentes et les façons d'y répondre sont différentes. Merci. Oui, en fait, je vais donner la parole à Mme Evelyne Foy. Merci beaucoup, Olivier, pour ta présentation. On a fini notre période de questions. Alors, Olivier, quelle bonne idée c'était de t'inviter et je pense qu'on va récidiver. Il y a énormément de sujets qu'on pourrait approfondir, entre autres sur l'internationalisation, bien sûr, parce que je constate que le titre était bon. Compétition, collaboration. J'aime beaucoup le concept d'internationalisation humaniste. Il me semble que ça me parle beaucoup. Mais je vois que c'est un long cheminement, un combat de résistance à plusieurs logiques. Donc, on pourra sûrement aller vers d'autres dimensions de ça. Le projet que tu mènes avec 4 Cégep, ça peut être intéressant aussi. Donc, un énorme merci de t'être libéré aujourd'hui pour nous. Et on s'assurera de diffuser à la CRE et aux autres instances concernées le cours en ligne du mois de mai sur l'internationalisation de l'éducation. J'espère que cette fois-ci, je pourrai m'inscrire parce que l'an dernier, en auditrice libre, j'ai abandonné le combat. Alors, merci de la part de tout le monde et sûrement à une prochaine, cher Olivier. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci encore, Olivier. Super intéressant, super rencontre, là, vraiment. Je profite de ce moment-là aussi pour remercier les participants pour votre présence, pour vos questions. C'était vraiment enrichissant. Également, en fait, la présentation d'aujourd'hui était en lien avec était organisée entre autres aussi par les Midi Métaux du CRIRES. La prochaine rencontre va avoir lieu le 3 novembre. Ça va porter sur la veille documentaire. Donc, je vous invite à regarder vos courriels puis à demeurer informés. Puis, la conférence, comme vous le savez, a été enregistrée. Je vais vous faire parvenir toutes les informations, le PowerPoint qui a été utilisé, puis un lien direct sur YouTube pour revisionner la conférence si vous le souhaitez. Donc, en terminant, merci encore, Olivier, pour ta présentation très enrichissante, très pertinente. Puis, on se dit à la prochaine. Merci, à bientôt.